Bonjour à tous, bonjour, installez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de relaxation et je vais vous expliquer comment faire pour gérer votre stress en période de confinement. Donc on va parler de différentes méthodes de relaxation qui existent et à la fin de la vidéo, je vous partagerai une séance de méditation. Alors, la relaxation et le stress. Comment faire pour gérer tout ça dans la période actuelle? Alors, ce qu'il faut comprendre quand on parle de stress, c'est que le stress est influencé par deux grands facteurs. D'un côté, il y a toutes les choses qui vous font stresser et qui augmentent votre niveau de stress, et de l'autre côté, il y a les stratégies de gestion du stress que vous pouvez mettre en place pour réduire votre niveau de stress. Si le 2 s'équilibre, vous êtes à peu près bien, mais le souci en ce moment, et depuis longtemps d'ailleurs, c'est que les gens ne connaissent aucune stratégie de gestion du stress. Ils ont zéro stratégie de gestion du stress, et par contre, ils vivent dans un environnement qui est particulièrement stressant, et ça, c'était bien avant l'arrivée du coronavirus. Ce qui fait qu'au final, les problèmes de stress sont extrêmement répandus dans la population, et le stress, c'est extrêmement mauvais puisque ça favorise les dépressions, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, et même certaines maladies de peau, entre autres. Ça, c'est juste pour les gros trucs, mais ça a beaucoup d'effets négatifs sur votre santé. Donc puisque le fait de stresser ou d'être relax, c'est la combinaison de deux facteurs, le premier, ce qui vous fait stresser, le deuxième, ce qui vous fait déstresser, eh ben il va falloir travailler sur ces deux facteurs-là en même temps. Donc il va falloir supprimer toutes les choses dans votre environnement qui vous font stresser et qui génèrent du stress. Et de l'autre côté, il va falloir adopter des stratégies de gestion de stress qui vont vous permettre de diminuer votre niveau de stress. D'un côté, on supprime les agressions, de l'autre, on augmente votre résistance. Donc, on va commencer par parler de ce qu'il faut faire pour couper le stress dans votre environnement, et ensuite on parlera des stratégies de gestion du stress qui vont vous permettre de mieux résister au stress. Alors, en ce qui concerne les facteurs de stress, c'est pas un secret, dans notre mode de vie moderne, il y a énormément de choses stressantes, et en ce moment, la situation avec le coronavirus et le confinement, ça ne fait rien pour aider. Mais on peut quand même y remédier, parce que un des plus gros facteurs de stress au quotidien dans la vie des gens, c'est la télévision. Comme c'est ça le point le plus sensible de la vidéo, je vous ai mis 15 études scientifiques dans la description qui prouvent par A plus B pourquoi la télévision c'est mauvais et quels sont les effets néfastes de la télévision sur votre santé, parce que c'est pas mauvais juste pour le stress la télévision, loin de là. Et j'ai aussi mis une conférence de Michel Desmurger, qui est un neurologue, qui est spécialiste de ce sujet-là et qui a fait une conférence sur YouTube, donc vous pouvez aller la regarder. Il va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les effets néfastes de la télévision, et vous allez voir qu'il y en a une sacrée liste. Il faut bien comprendre que si vous avez l'habitude de regarder la télévision plusieurs heures par jour au quotidien, votre espérance de vie réduit à peu près autant que si vous étiez obèse. Et en fait, on estime que chaque année, la télévision est responsable indirectement de plusieurs centaines de milliers de morts. Bien plus que n'importe quelle épidémie, hein. Mais ça évidemment vous l'entendrez nulle part puisque le média dominant c'est la télévision. Donc je vais pas faire la liste de tous les trucs pour lesquels la télévision c'est mauvais, pour ça allez voir la conférence de Michel Desmurger. Moi ce que je vais faire ici c'est que je vais vous détailler et vous expliquer deux des effets les plus néfastes de la télévision. Le premier c'est le stress et le deuxième c'est plus ou moins la perte de vos capacités cognitives. Ce qu'il faut comprendre au sujet de la télévision et du stress, c'est que tout le business de la télévision repose sur le stress en fait. Quand vous regardez des chaînes de télévision gratuites, les gens qui font fonctionner la télévision, il faut les payer. Et donc pour se financer, ils utilisent les revenus des publicités. Il y a des marques et des entreprises qui payent pour passer des publicités à la télévision, et c'est comme ça que, à la télé, ils font leur business. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte que quand tu es en état de stress, tu es beaucoup plus attentif à tout ce que tu vois et à tout ce que tu entends. Tout simplement parce qu'en fait, le stress, quelque chose qui fait stresser, c'est quelque chose qui est assimilé par le cerveau à un danger. Pour ton cerveau, il est en train de se passer un truc important et tu vas peut-être devoir réagir vite et fort pour pouvoir t'en sortir. Donc tu es extrêmement concentré sur tout ce que tu vois et tout ce que tu entends quand tu es en état de stress. Et ça, c'est parfait pour passer de la publicité, parce que du coup, tu vas retenir beaucoup mieux ce qui passe à la publicité. Et ça va s'imprimer dans ton cerveau sans même que tu y fasses attention. C'est pour ça qu'à la télévision, toutes les informations qui passent sont systématiquement mauvaises. Il passe quasiment que des mauvaises nouvelles à la télévision parce que ça augmente ton niveau de stress et donc ça te rend plus réceptif à la pub. On te dit « Ah attention, il y a une manifestation des gilets jaunes. Ah attention, la route elle est bloquée. Il va y avoir une fermeture des raffineries. Il va y avoir une pénurie d'essence. Attention, il y a le Front National. Attention, il y a la guerre machin. Attention, il y a le terrorisme. Attention, il y a le coronavirus. » Et toi t'es là « Ah bon, c'est les gilets jaunes, c'est la révolution, c'est le Front National. Ça y est, on va tous devenir des nazis. » Et boum,
il te passe une pub, MMA, zéro tracas, zéro blabla. Et ouais, alors bien sûr, tu vas pas te précipiter chez MMA pour prendre une assurance tout de suite, mais le jour où tu vas avoir besoin d'une assurance, eh ben c'est cette publicité-là qui va te revenir à l'esprit. C'est eux que tu vas chercher en premier sur Internet, par exemple. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une pub, c'est pas juste une incitation à l'achat, c'est surtout une présentation d'un produit qui répond à un problème. Donc, on vous présente un problème et on vous présente un produit qui permet de résoudre ce problème-là. Et toi, le jour où tu es confronté à ce problème-là, tu vas réfléchir à des solutions. Et les premières solutions auxquelles tu vas penser, c'est forcément celles que tu connais déjà et dont tu as déjà entendu parler. Donc si un jour tu as besoin d'une assurance, tu as été bombardé par de la publicité MMA, le premier truc que tu vas taper dans Google, c'est MMA. Si tu as besoin d'un lave-vaisselle, tu vas aller regarder tous les lave-vaisselle qu'il y a sur Internet, de marques que tu connais pas, que tu sais pas ce que ça vaut, et puis au milieu, tu vas voir par exemple un lave-vaisselle Bosch. C'est bien, c'est beau, c'est Bosch. Et ben là tu connais, donc forcément ça va te rassurer, et donc forcément tu vas être plus enclin à acheter un lave-vaisselle Bosch qu'un autre lave-vaisselle. Si tu cherches un VPN, NordVPN, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'ils ont tendance à passer des publicités dans les films au moment où ça devient intéressant. Là où l'histoire commence à devenir intéressante, qu'il commence à se passer quelque chose et que le film commence à obtenir le maximum de ton attention, et bah boum, publicité. Toi t'es là parce que t'es captivé par l'histoire et que tu veux voir la suite du film et voir ce qui va se passer, et clac, on te met une publicité juste à ce moment-là. Et donc ce que tu vois au lieu de la suite du film, eh ben, c'est la publicité. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, il faut bien comprendre que tout le business de la télévision tourne autour de ça. Leur publicité serait beaucoup moins efficace s'ils ne faisaient pas stresser volontairement le spectateur. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a de ça quelques années, le patron de TF1 avait dit dans une interview « Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola ». Et du coup, ça avait fait un scandale, hein, mais il faut bien se rendre compte que le gars, il a pas menti, il a juste dit la vérité brute comme elle est. Et c'est un parti pris complètement assumé de la télévision et des grandes chaînes de télévision. Donc ça, il faut bien le savoir et en avoir conscience. Quand vous regardez la télévision, vous n'êtes pas là pour vous divertir, vous êtes là pour louer votre cerveau à des grandes marques, en fait. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui on se rend compte d'un autre problème qui est causé par toutes les informations négatives de la télévision et des médias en général. C'est qu'on se retrouve exactement dans la situation de l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Tous les jours, pendant des années et des années, on vous a dit « Attention, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui se passe, ça va pas, ça c'est dangereux, attention, attention, attention ». Et le jour où il y a vraiment un gros problème qui se dessine, comme par exemple une pandémie mondiale, eh ben les gens n'en ont plus rien à foutre. Les gens sont complètement désensibilisés et tu les retrouves le lendemain dans les parcs et à se masser dans les supermarchés alors qu'on leur a bien dit de rester chez eux et que c'était important. Oui, mais ça fait des décennies qu'on leur dit de faire des trucs qui sont importants alors que c'est pas vrai. Donc voilà, hein, la télévision, elle crie au loup, elle crie au loup, elle crie au loup, puis le jour où il y a vraiment un loup, ben tout le monde se fait bouffer. Un autre gros souci de la télévision, c'est que ça peut avoir un impact sur tes capacités cognitives, c'est-à-dire ton intelligence, pour résumer ça très grossièrement. Pour faire un programme de télévision, ou même une vidéo YouTube, hein, qui plaise à un maximum de monde, il faut qu'elle puisse être regardée par un maximum de monde. Donc il faut que le contenu du programme soit accessible à un maximum de personnes. Donc pour pouvoir faire un programme de télévision qui marche et qui sera regardé par un grand nombre de personnes et donc qui permettra de vendre des publicités plus chères, il faut définir une audience cible et il faut que cette audience cible, elle soit la plus large possible. Et un des facteurs limitants de ça, ça va être le niveau intellectuel du spectateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un retard mental, il va avoir du mal à passer 2 heures devant la télévision à regarder un essai philosophique, par exemple. Il va avoir du mal à regarder un documentaire sur Arte, tout simplement parce que ça fait pas partie de ses goûts, ça l'intéresse pas, et globalement, il risque d'avoir du mal à suivre certains concepts. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'intelligence, et donc tout le monde ne va pas s'orienter vers le même contenu, et tout le monde ne va pas avoir la capacité de comprendre n'importe quel contenu. Donc la première chose qu'on pourrait penser, c'est que puisque la majorité de la population a une intelligence normale, il faut faire des programmes de télévision qui sont adaptés pour des gens qui ont une intelligence normale. Mais le truc c'est que, ok, quelqu'un qui a un retard mental, il va avoir du mal à accéder à des programmes qui sont faits pour un niveau intellectuel plus élevé.
Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un qui est surdoué, il est tout à fait capable de regarder quelque chose qui est fait pour les attardés mentaux et même de s'en divertir. Donc quelqu'un qui a une intelligence limitée ne peut pas accéder au programme que tout le monde va regarder. Par contre, tout le monde est capable de regarder un programme qui est accessible pour des gens qui ont une intelligence limitée. Et tout le monde le fait parce qu'en fait, c'est reposant et puis c'est amusant. Donc c'est pas forcément mal, hein. C'est normal en fait. Sauf que ce qu'on en déduit, c'est que pour faire un programme qui marche et qui va attirer beaucoup de visibilité, il faut faire un programme pour les attardés. Comme ça, tout le monde peut regarder. Et c'est pour ça que toutes les grosses émissions qui ont eu beaucoup de succès à la télévision ces dernières années, elles ont l'air débiles, tout simplement parce que elles le sont. Elles le sont, mais c'est complètement assumé en fait, c'est normal. C'est une stratégie marketing. Et comme je l'ai dit, c'est pas grave parce que c'est un phénomène normal. Le problème, c'est que si tu passes 3 ou 4 heures par jour, tous les jours, à regarder des émissions qui sont faites pour les attardés, tu vas pas évoluer quoi. Donc à un moment, il faut appuyer sur le bouton off et puis essayer d'aller relever le niveau en faisant des activités intelligentes. Alors, la meilleure chose que vous pouvez faire pour supprimer le stress de votre vie, c'est tout simplement de couper la télé et de ne plus regarder la télévision. Encore une fois, si vous ne me croyez pas, il y a 15 études scientifiques dans la description, plus une conférence de 2 heures d'un neurologue spécialiste du sujet. Donc allez voir par vous-même, je vous y encourage, ensuite vous comprendrez. Alors vous allez peut-être me dire, t'es marrant toi, mais c'est le confinement, je suis cloîtré chez moi, j'ai rien d'autre à faire que de regarder la télévision en ce moment. Et figurez-vous que c'est pas vrai, parce que si vous arrêtez de regarder la télévision, vous vous libérez plusieurs heures par jour pour faire tout un tas de choses que vous avez jamais eu le temps de faire. Donc supprimez la télévision et à la place faites du sport déjà, parce que le sport c'est une excellente stratégie de gestion du stress, c'est un des meilleurs moyens qu'on a de lutter contre la dépression et contre tout un tas de maladies psychologiques. Et c'est pas pour rien que ça fait une semaine que je vous sors une vidéo tous les jours pour vous expliquer comment faire du sport en confinement et que je suis pas le seul youtubeur qui fait ça. Donc rassurez-vous, il y a du choix, vous allez pouvoir faire du sport chez vous sans aucun problème pendant tout le confinement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous éduquer, vous instruire. À moins que vous soyez omniscient, je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre et je pense qu'il y a aussi beaucoup de sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez développer. Donc vous éduquer, allez regarder des vidéos sur internet sur des sujets qui vous passionnent, allez faire des recherches, lire des articles scientifiques sur des sujets qui vous intéressent. C'est très important parce que ça va vous permettre de développer des compétences que vous n'aviez pas ou que vous n'avez jamais eu le temps de développer. Et puis ça va vous permettre aussi d'aller chercher d'autres informations et d'autres connaissances qu'on ne trouve pas à la télévision et qui vont vous faire relativiser sur beaucoup de choses. Tiens d'ailleurs, comme le confinement va encore durer un bon moment, vous pouvez aussi en profiter pour apprendre l'anglais, par exemple. En France, on commence à apprendre l'anglais à partir du CM2 jusqu'au bac. Donc de 8 à 18 ans, les écoliers ont des cours d'anglais plusieurs fois par semaine, et au final, seulement 14% de la population française comprend suffisamment l'anglais pour pouvoir en faire quelque chose. Et je vous parle juste de comprendre la langue, même pas de savoir la parler. Encore une belle victoire de l'éducation française, Mais bref, l'anglais c'est vraiment facile, c'est beaucoup plus facile que le français. Si vous êtes capable de parler français, vous pouvez parler anglais sans problème. Si vous commencez à regarder des vidéos ou des séries en anglais avec les sous-titres, vous allez très vite commencer à comprendre l'anglais. Et ça, déjà, ça va vous donner accès à toute la littérature scientifique, donc vous serez plus soumis. Donc quand on vous donnera des informations, vous pourrez aller les vérifier, plutôt que de croire tout le monde sur parole. Et puis ça va vous donner accès au monde en fait, tout simplement parce que l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde, quasiment tout le monde parle en anglais, particulièrement sur internet, et donc si vous voulez aller vous éduquer et trouver des informations intéressantes, c'est en anglais que ça va se faire. Parce que si vous restez en français, vous allez trouver les informations et l'éducation française. Et ça, l'éducation et l'information en France, on sait ce que ça donne. Donc voilà, si t'es pas capable de parler anglais en 2020, t'es un petit peu comme un esquimau perdu sur un iceberg quoi. Et enfin, pour ce qui est du divertissement, vous pouvez très bien remplacer la télévision par des jeux, tout simplement. Des jeux de société, des jeux vidéo, enfin tout ce que vous voulez, mais le jeu c'est un excellent moyen de se détendre et de faire travailler son cerveau. Le jeu c'est quelque chose de naturel, même les animaux jouent. Tu mets 2 chiens ensemble, s'ils s'entendent bien, ils vont se mettre à jouer ensemble. Et il se trouve qu'on a aussi des preuves scientifiques, même si elles sont encore assez limitées, que les jeux vidéo, ça augmente certaines capacités cognitives, notamment la mémoire de travail, les raisonnements logiques et la capacité à élaborer des stratégies complexes. Tout simplement parce que tu dois apprendre les règles du jeu, et le jeu va ensuite te poser des problèmes que tu vas essayer de résoudre en t'accommodant de ces règles-là, ou en les contournant. Donc ça force un petit peu à réfléchir, et à terme ça développe certaines compétences, ce qui n'est pas du tout le cas de la télévision. Parce que devant la télévision, t'es juste un spectateur passif, tu réfléchis pas à ce que tu regardes, tu réfléchis pas à ce qui va venir ensuite, on te passe les programmes à la suite sans même que t'aies le choix de ce que tu regardes. Et donc en gros, t'es juste en mode lobotomie quoi.
Et en plus de la télévision, vous pouvez aussi couper la radio parce que les informations qui passent à la radio sont les mêmes que celles qui passent à la télévision. Et en plus, elles passent plus souvent, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de les entendre? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'entendre ces informations-là, qui sont disponibles partout sur Internet par ailleurs, pour savoir qu'on est en confinement et que c'est le coronavirus et qu'il y a une pandémie mondiale? Non. Alors est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on vous le rappelle à longueur de journée? Parce qu'à chaque fois qu'on va vous le rappeler, ça va générer un pic de stress qui est totalement inutile. Donc on coupe la télévision, on coupe la radio, et avec ça vous supprimez la grande majorité du stress de votre environnement. Et en plus, vous vous libérez du temps pour faire plein d'autres choses bien plus intéressantes. Donc ça, c'est la première étape, réduire les facteurs de stress et en gros, réduire toutes les agressions extérieures qui vont vous stresser. La deuxième étape, qu'on va voir maintenant, c'est quelles sont les stratégies de gestion du stress que vous pouvez faire pour devenir plus résistant au stress. Alors les 3 plus grandes méthodes et les plus efficaces des méthodes de gestion du stress, c'est 1. Le sport, 2. La méditation ou alors toutes les pratiques qui s'apparentent à la méditation, et 3. Les arts, les disciplines artistiques. Le sport, je vous ai expliqué que c'est un excellent moyen de prévenir et de soigner les dépressions et les déprimes. Ça fait une semaine que je vous en parle. On a vu tout un programme de musculation, d'étirement et de cardio que vous pouvez faire chez vous en confinement, donc je vais pas y revenir. Donc le sport, on en a déjà parlé, la méditation, on va en parler après, donc ce qui nous reste maintenant, c'est l'art. Alors on va parler un petit peu de l'art, des disciplines artistiques et de comment ça peut vous aider à gérer votre stress. Tous ceux qui ont toujours voulu faire du dessin, de la peinture ou de la musique, c'est le moment d'écouter. La première chose à faire et la plus simple en ce qui concerne l'art, c'est tout simplement d'écouter de la musique ou de regarder des œuvres d'art. Déjà, rien que ça peut avoir un impact positif sur votre état psychologique. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est triste, on a tendance à écouter des musiques tristes. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, puisque normalement, si t'es triste et que tu cherches à sortir de ton état de tristesse, il faudrait surtout ne pas t'exposer à des trucs encore plus tristes. T'es triste, tu veux plus être triste, tu fais des trucs qui rendent pas triste. Ouais. Oui, et bah c'est pas comme ça que ça marche. On s'est rendu compte en fait que quand tu écoutes de la musique triste, ton niveau de tristesse diminue. Donc en fait, quand t'as un coup de blues et que tu te mets à écouter des musiques dépressives, et ben en fait tu t'auto-soignes, ça c'est rigolo. Et ça fonctionne aussi avec les arts picturales, par exemple regarder des œuvres d'art, regarder des beaux paysages, des belles peintures, des belles photos, ça améliore aussi votre état psychologique. Donc déjà c'est très bien parce que si vous vous sentez pas bien à cause du coronavirus et de tout ce qui se passe en ce moment et de ce qui va venir aussi, mais bref, on est dans une vidéo de relaxation, alors je vais pas en parler tout de suite, mais bref. Si tu te sens pas bien et que tu veux pas entendre parler de sport, que tu veux pas entendre parler de méditation et que tu connais pas de discipline artistique, que tu sais pas faire de musique ou dessiner ou danser, enfin bref, et ben t'éteins ta télé, tu mets de la musique, tu prends un bon bouquin et dans 2 heures tu vas être beaucoup plus calme. Et en plus il est probable que tu t'endormes facilement ensuite et que demain tu te réveilles en forme. Donc c'est pas compliqué, il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à apprendre et il n'y a pas d'effort à faire. Un environnement calme, une occupation calme et de la musique, et tu vas voir que ton niveau de stress va très vite diminuer. Maintenant, regarder de l'art et profiter de l'art que font les autres, c'est bien pour son état émotionnel, mais ce qui est encore mieux, c'est de faire soi-même de l'art. Et alors là, il faut que je vous explique un petit peu l'intérêt de l'art et à quoi ça sert. Et je pense que tout le monde devrait pratiquer au moins une discipline artistique, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Voyez-vous, vous avez quelque chose qui s'appelle des émotions. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls parce que même les animaux ont des émotions. En fait, peut-être même que les cellules qui n'ont pas de cerveau ont des émotions. Et l'art, c'est tout simplement un des meilleurs moyens qu'on a pour exprimer ses émotions. Alors je vais vous expliquer ça. Pour commencer, parlons un petit peu des émotions. Il existe 7 émotions universelles qui sont partagées par tous les humains de la planète, et aussi probablement par de nombreuses espèces animales. Ces émotions, c'est la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise et le mépris. Il y a trop de place, il n'y a pas assez de place sur l'écran. Ça fait 7. Chacune de ces émotions a un but et un intérêt bien particulier, et si elles sont présentes partout chez l'espèce humaine, c'est parce qu'elles ont un intérêt en termes de survie. Les émotions, c'est des outils de survie. Chaque émotion, en fait, est un boost qui va permettre de booster différentes fonctions de votre organisme pour répondre à des situations données qu'on retrouve dans la nature. Petit exemple, tu te balades dans la forêt et là, boum, il y a un loup qui sort d'un buisson juste devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Ton cerveau va déjà percevoir la situation et analyser la situation. Attention, il y a un loup, danger, il faut que je réagisse. À partir de ce moment-là, il va prendre une décision qui est émotionnelle, une décision qui n'est pas rationnelle. C'est-à-dire que soit il va analyser le danger comme quelque chose que tu peux pas combattre et donc il va falloir que tu fuis,
À ce moment-là, il va actionner l'émotion de la peur, soit il va analyser le danger comme quelque chose que tu peux combattre, que tu peux surmonter, et donc à ce moment-là, il va déclencher l'émotion colère. Alors, admettons qu'ils choisissent la peur, à ce moment-là, t'as pas encore conscience que t'as peur. Tout ça, ça se passe en une fraction de seconde, t'as pas encore eu le temps de prendre la moindre décision rationnelle. Ton cerveau voit un loup, il se dit « attention danger, il va falloir que je m'enfuis ». Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messages nerveux à différentes parties de ton organisme pour te permettre de fuir plus facilement. Par exemple, l'ammiction et la digestion, comme c'est pas très utile pour fuir, et qu'en plus tu peux être alourdi par le contenu de ta vessie et ton intestin, et ben il va ouvrir les sphincters histoire de te débarrasser de tout ça. Donc tu risques de te pisser dessus, voire même te chier dessus dans le pire des cas. Même si je suis pas sûr qu'on court plus vite quand on a la crotte au cul, mais bon, ça c'est un autre débat. Et il va aussi envoyer des hormones dans tout ton corps qui vont avoir différents effets. Par exemple, dans le cas de la peur, qui est très similaire au stress par ailleurs, il va augmenter ton rythme cardiaque et il va aussi dilater les vaisseaux sanguins que tu as dans les jambes pour amener plus de sang dans les jambes pour te permettre de fuir plus vite. Donc, ton cerveau analyse une situation, il la considère comme dangereuse. En un quart de seconde, il déclenche tout un tas de réactions nerveuses et hormonales qui vont permettre de booster ton corps pour la fuite. Et ensuite, toutes ces réactions chimiques et nerveuses qui se produisent dans le corps, le cerveau va les surveiller. Ton corps va lui envoyer un rapport sur ce qui est en train de se passer et c'est là que toi, tu vas prendre conscience de ce qui se passe. C'est là que la partie consciente de ton cerveau commence à se rendre compte de ce qui se passe et commence à analyser les réactions qui se produisent dans ton corps. Et c'est là que tu commences à interpréter ces réactions comme de la peur, ou de la colère, ou de la tristesse, etc., etc. Donc déjà, première chose à retenir sur les émotions, c'est que si tu ressens une émotion, si tu es capable de dire que tu ressens une émotion, que tu es triste, que tu es en colère, que tu es stressé, c'est que dans ton corps, il s'est déjà passé énormément de réactions neurologiques et chimiques. Ça se passe dans le corps avant tout et pas dans la tête. Ça veut dire aussi que si quelqu'un vous dit qu'il est en colère, qu'il est triste, qu'il est stressé, c'est qu'il est en train de se passer des trucs dans son corps à lui. C'est qu'il y a une véritable atteinte physique. Il faut pas croire que les émotions c'est psychologique. Il y a une part de psychologie, c'est vrai, mais la majorité des effets de l'émotion, ils sont physiques. Et donc, agresser quelqu'un émotionnellement, ça revient à l'agresser physiquement. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait inculquer à un petit peu plus de monde, je pense. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les émotions sont un boost pour l'organisme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées durer longtemps. C'est un rush, c'est quelque chose qui arrive sur le coup et qui diminue ensuite très rapidement. Et donc si vous avez des émotions qui vous hantent et qui vous laissent pas tranquille et qui durent et qui durent et qui durent, c'est qu'il y a un problème. Et donc dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller en parler à un psychologue. Pour être plus précis, vous n'êtes pas censé ressentir une émotion pendant plus de 3 jours d'affilée. S'il y a un truc qui vous met en colère, ou qui vous attriste, ou qui vous fait peur, donc qui vous stresse, qui crée de l'anxiété, et que ça dure pendant plus de 3 jours, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc soit il faut couper le truc qui provoque cette émotion, comme on l'a déjà expliqué, soit il faut travailler sur vous pour réduire votre sensibilité émotionnelle, ou alors aller voir un psychologue pour adresser certains problèmes de personnalité, soit il faut augmenter votre stabilité et votre force psychologique. Donc, pour résumer déjà ce qu'on a dit, les émotions sont un boost pour l'organisme, elles ne sont pas censées durer plus de 3 jours d'affilée, et ensuite, elles se passent avant tout dans le corps, et elles ont des gros effets sur le corps, plus que sur l'esprit. Alors maintenant, il y a un truc qui m'a toujours interloqué, c'est comment ça se fait que les gens reçoivent aussi mal les émotions des autres. Comment ça se fait que quand t'es triste ou que t'es en dépression, il n'y a jamais personne qui va venir t'aider, et qu'au contraire, les gens ils vont même en rajouter une couche et venir te taper dessus encore plus, histoire de te maintenir bien la tête sous l'eau. Les gens ont des neurones miroirs, les gens sont capables de ressentir les émotions des autres, alors pourquoi est-ce qu'ils ont aussi peu de bienveillance vis-à-vis des émotions des autres ? Pourquoi est-ce que dès que tu montres la moindre émotion, on a tendance à se foutre de ta gueule plutôt qu'à t'aider à résoudre le problème qui a causé cette émotion? Comment ça se fait que les gens sont aussi violents les uns envers les autres? Comment ça se fait qu'ils ont aussi peu d'empathie? Et comment ça se fait qu'ils s'entraident aussi peu alors que ce serait souvent bien plus constructif? Alors ça peut s'expliquer par différents facteurs. Déjà, on vit dans une société assez égoïste et qui privilégie l'égoïsme, donc il y a des phénomènes sociaux. D'ailleurs, la télévision est pas étrangère à ça, puisqu'il y a des études qui montrent que la télévision augmente les comportements violents et réduit les capacités empathiques des gens. Mais tout ça, c'est des petites facettes du problème et c'est pas la plus grosse facette de ce problème-là. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont capables de ressentir vos émotions. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Donc si vous êtes triste, et que vous en parlez et que vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes triste, votre interlocuteur va aussi ressentir de la tristesse.
Le truc, c'est que lui, là, tout de suite, il n'a pas forcément envie de ressentir de la tristesse, parce que c'est assez désagréable, finalement. Donc si vous passez votre temps à vous plaindre de vos problèmes, bah c'est assez désagréable pour votre entourage. Si vous passez votre temps à péter des câbles pour un oui ou pour un non, c'est assez désagréable pour votre entourage. Si vous passez votre temps à ruminer des pensées anxieuses et à dire à tout le monde « Eh, t'as vu à la télévision, ils ont dit que machin, il y a eu une bombe ou je sais pas quoi », et ben ça va être aussi désagréable pour votre entourage, parce que eux, de un, bah ils en ont rien à foutre, et en plus, ils ont pas envie de se retrouver dans le même état émotionnel que vous, qui est désagréable. Et la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que comme une émotion qui dure plus de 2 ou 3 jours, c'est pas normal, c'est pas naturel, et ben forcément, ça va donner chez les autres des réactions de rejet. Vos émotions, si elles durent trop longtemps, c'est un petit peu l'équivalent psychologique d'une sécrétion corporelle. C'est une sécrétion de l'esprit, c'est plus ton corps qui réagit à une situation de danger, à une situation d'urgence, c'est ta tête qui produit du poison au fur et à mesure, c'est ta tête qui produit des sécrétions comme ça, c'est du déchet en fait, c'est un déchet de votre corps. Et forcément, les gens, ils vont pas avoir une réaction positive si vous les inondez de vos déchets en fait. C'est-à-dire que quand tu te plains à quelqu'un parce que tu es triste à cause de ceci ou de cela, et ben c'est un petit peu comme si tu lui montrais ton caca, tu vois ? C'est une sécrétion de ton esprit, c'est un déchet de ton esprit que tu décharges sur lui. Tu lui montres quelque chose que tu avais profondément enfoui en toi et que tu es en train d'extraire et de lui mettre sous le nez. Et donc, vu que tu lui montres ton caca, eh ben, il faut faire un petit effort sur la présentation. Et c'est à ça que sert l'art. L'art, avant toute chose, ça sert à faire de nos émotions quelque chose de beau et de recevable pour les autres. Ça sert à transformer vos émotions en quelque chose d'acceptable socialement que vous allez pouvoir partager et faire vivre aux autres. Autrement dit, l'art, c'est un moyen d'exprimer ses émotions qui soit acceptable en société. C'est quelque chose qu'on a développé pour que tout le monde puisse exprimer ses émotions. Et c'est ça les fondamentaux de la pratique artistique, c'est l'expression de ce que vous avez de plus profond en vous. C'est le fait d'aller chercher ça en vous et de l'exposer aux autres pour qu'ils puissent le ressentir aussi. Si vous êtes musicien, peut-être que l'expression « jeter son âme dans son instrument » ça va vous parler, bah c'est exactement de ça qu'il s'agit. Tu vas prendre toutes tes émotions, toutes les choses négatives qui te travaillent et qui t'empêchent de fonctionner correctement, et tu vas les exprimer d'une manière qui soit belle pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est souvent dans des situations de crise et de souffrance que les courants artistiques les plus populaires prennent racine, parce que c'est justement de ça qu'il s'agit, d'exprimer cette souffrance et de la faire comprendre aux autres. Le jazz, le rap, le rock, tout ça, ça vient de ce genre de situation où les gens devaient sortir quelque chose. Voilà pourquoi tout le monde devrait pratiquer une discipline artistique, que ce soit l'écriture, la peinture, le dessin, la musique, la danse, le cinéma, enfin bref. C'est quoi le 7e du coup? Je connais pas le 7e. Mince, il y en a 7 normalement, vu que le cinéma c'est le 7e art, donc il en manque un là. Bon, bah bref. Donc conclusion, l'art et la pratique d'une discipline artistique, c'est une excellente méthode de gestion du stress et de partage. Et si vous avez déjà eu envie de vous mettre à l'art, et ben le confinement, ce sera le parfait moment pour démarrer, parce que vous avez que ça à faire en ce moment. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un grand artiste, d'être un expert international, d'être très fort, de maîtriser à fond votre instrument pour y arriver. Vous avez même pas besoin de produire de l'art pour les autres. Du moment que votre production artistique vous satisfait vous et qu'elle est suffisante pour vous exprimer, et ben c'est bon. Voilà. Voilà ce que je peux vous apprendre sur l'art et sur les émotions en très résumé. Bon et maintenant, le meilleur pour la fin, une des meilleures stratégies de gestion du stress, la méditation et toutes les pratiques qui s'apparentent de près ou de loin à la méditation. Alors, je vous rassure tout de suite, pour pratiquer la méditation, il n'y a pas besoin d'être un vieux moine bouddhiste et il n'y a pas besoin de pratiquer le bouddhisme ou de se convertir au bouddhisme, d'accord? Effectivement, la méditation, ça vient du bouddhisme. Dans la religion bouddhiste, c'est un des 8 chemins qu'il faut suivre pour atteindre la sagesse. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça a plein d'effets positifs sur le corps et sur la psychologie, et donc on l'a extrait du bouddhisme pour en faire une pratique à part entière. Donc la méditation, si vous êtes bouddhiste, vous pouvez le pratiquer comme une pratique religieuse, mais sinon, vous pouvez tout simplement l'utiliser comme un outil à part entière pour gérer votre stress. Et c'est très efficace pour ça, et d'ailleurs on en a des preuves scientifiques. Alors il existe différentes formes de méditation, moi je connais la méditation Vipassana, la méditation Chi et la méditation en pleine conscience. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la méditation en pleine conscience parce que c'est la forme de méditation la plus simple, la plus répandue, et c'est aussi celle sur laquelle on a le plus de littérature scientifique. D'ailleurs il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a même des cliniques de gestion du stress qui s'occupent de toutes les maladies liées au stress qui utilisent activement la méditation comme un traitement, ou en tout cas en parallèle d'autres traitements. Par exemple, ils se sont rendus compte qu'on a beaucoup plus d'impact
d'impact sur le psoriasis, qui est une maladie de peau, quand on associe les traitements classiques du psoriasis avec de la méditation. Donc voilà, on utilise activement la méditation dans le traitement de certaines pathologies et on a des preuves scientifiques que ça fonctionne. Alors ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors la méditation, en quoi ça consiste? C'est simple, c'est vraiment tout simple. Il s'agit de s'asseoir, de se concentrer sur quelque chose, qui va être votre objet de méditation en fait, et d'oublier tout le reste. Et si jamais votre esprit s'égare et que vous avez des pensées résiduelles qui viennent tourner dans votre tête, et bien une fois que vous vous en rendez compte, vous coupez et vous vous reconcentrez sur votre objet de méditation. La plupart du temps, l'objet de méditation c'est simplement la respiration, c'est-à-dire que tu vas respirer et tu vas te concentrer sur les sensations que ta respiration te procure. Sur l'air qui passe dans ton nez, qui passe dans ta gorge, sur les poumons ou le ventre qui se gonfle au fur et à mesure que tu respires et qui se dégonfle. Et tu vas simplement t'asseoir et te concentrer là-dessus pendant 5 minutes, en essayant de ne pas penser au reste. Ce qui fait qu'il y a d'autres pratiques qui sont très proches de la méditation et qui peuvent être assimilées à une forme de méditation, par exemple la prière ou bien la pêche. Tu vois, quand tu passes 10 minutes à fixer ton bouchon qui flotte sur l'eau en pensant à rien et en attendant qu'il y ait un poisson qui morde pour tirer, eh ben c'est une forme de méditation en fait. Et le fait de faire un effort de concentration comme ça sur un objet précis pendant plusieurs minutes, ça va apporter plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que tu vas prendre un moment tranquille pour toi tout seul où tu vas pouvoir te détendre et te calmer, donc si tu étais stressé, c'est bien. Le deuxième, c'est que comme le but du jeu, c'est de se concentrer sur quelque chose de précis et de supprimer tout le reste, d'occulter tout le reste, et particulièrement toutes les pensées parasites qui t'habitent, quand tu vas sortir de la méditation, ça va être beaucoup plus facile de relativiser parce que tu vas te rendre compte que finalement, tous les trucs qui te hantaient et qui te polluaient l'esprit et qui te semblaient importants n'ont en fait aucune importance. Tu te rends compte que tant que tu es capable de respirer et que la machine fonctionne bien, en fait, c'est tout ce qui compte. Et le reste, c'est du secondaire. Ça va pas. T'as de l'argent, t'as pas d'argent, t'es confiné, t'es pas confiné, il y a le corona, il y a pas le corona. C'est François Hollande au pouvoir, c'est Macron au pouvoir, c'est Marine Le Pen au pouvoir. Est-ce que ça va changer ta vie? Tant que tu respires, non. Si t'es en vie et en bonne santé, c'est que ça n'a pas changé ta vie et au final, c'est quasiment la seule chose qui compte. Après, si tu penses que ça peut changer la vie d'autres personnes et que tu veux les aider, eh ben libre à toi de le faire, mais au moins tu seras pas stressé en le faisant. Donc la méditation, le premier bénéfice, c'est que ça nettoie un petit peu les pensées qui tournent dans ton esprit. C'est un petit peu comme si tu vidais la corbeille sur ton ordinateur, quoi. Tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas important, pour revenir aux choses essentielles. Le deuxième bénéfice, c'est que comme c'est un exercice de concentration, tu vas aussi améliorer ta capacité de concentration. Et du coup, ça en fait un excellent exercice pour l'apprentissage, c'est-à-dire que quand tu fais une séance de méditation, il y a une période suite à cette séance de méditation pendant laquelle tu vas apprendre beaucoup plus facilement. En général, on estime que c'est une période qui dure 3 fois plus longtemps que la durée de la séance de méditation, c'est-à-dire que si tu médites pendant un quart d'heure, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à apprendre pendant les 3 quarts d'heure qui suivent. Et moi, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup pendant mes études, quand je devais apprendre beaucoup de choses en urgence, quand je devais faire beaucoup de révisions de dernière minute pour réussir à passer des examens, un petit coup de méditation et boum, t'as les pensées claires, t'es concentré sur ce que tu fais et tu peux te concentrer sur tes cours et sur ce que tu vas apprendre beaucoup plus facilement. Il y a d'autres bénéfices à la méditation, je vous les détaillerai dans des vidéos dédiées, comme je vous détaillerai dans des vidéos dédiées les effets de la télévision et le fonctionnement des émotions et d'autres phénomènes psychologiques. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de passer tout de suite à la pratique. Alors, je vais faire pour vous ce qu'un de mes profs a fait pour moi quand j'étais en école supérieure. Je vais vous passer une séance de méditation qui est dictée par un professionnel. Alors normalement, c'est payant, ça coûte le bouquin plus les 10 ou 15 séances de méditation, ça coûte 10 €, il me semble. Donc je vais vous passer la méditation, et puis si ça vous plaît, je vais vous mettre le lien pour les acheter dans la description, comme ça vous pourrez aller les acheter et en profiter. Bon, je vous précise quand même que c'est pas une OP, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant de nombreuses années et que j'utilise encore. Si ça peut vous permettre de découvrir, ce sera mon plaisir. Pour commencer à méditer, vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, vous pouvez vous allonger par terre, et vous pouvez aussi vous asseoir par terre. Et si jamais vous voulez vous asseoir en tailleur, mais que vous vous rendez compte que c'est pas confortable et que c'est trop difficile, que ça fatigue dans le dos, que ça tire dans le dos ou dans les jambes, vous pouvez utiliser des briques, comme ça, des petites briques en liège. Ça se trouve dans les magasins de sport, ça sert à s'asseoir dessus et à se rehausser. Parce que sur internet, vous pouvez trouver des bancs de méditation en bois qui coûtent 40 balles, mais c'est fragile, et ça coûte 5 €, et ça fait aussi bien le taf. D'ailleurs, vous voyez qu'elle a bien servi, hein. Je fais ma méditation quand je fais sortir Choupi et Yuki, mais du coup, ils me l'ont bouffé. Ils viennent la bouffer pendant que je suis assis dessus, quoi. Ah là là.
Bref, installez-vous confortablement, mettez la vidéo en pause et quand vous êtes prêt, vous remettez la vidéo et je vous passe la méditation dans 3, 2, 1, c'est parti. Lorsqu'on pratique la méditation assise, il est important que la posture même soit empreinte de dignité. La tête, le cou et le dos sont droits, mais pas raides, les épaules relâchées et les mains posées confortablement sur les cuisses ou sur les genoux. Suivez le mieux possible mes instructions, puis servez-vous des moments de silence pour pratiquer seul. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou bien par terre, vous appliquant simplement à être pleinement éveillé, pleinement présent à ces instants. Si cela vous convient, vous pouvez fermer doucement les yeux, sinon, vous laissez votre regard flotter en direction du sol ou d'un mur. Vous vous ouvrez simplement à la sensation du souffle qui entre et sort de votre corps. Concentrez-vous sur la sensation du souffle qui pénètre les narines ou sur la sensation du ventre qui gonfle doucement à chaque inspiration, puis se dégonfle doucement à chaque expiration. Demeurant simplement ici, instant après instant, en suivant le souffle qui entre et le souffle qui sort. Dès que vous constatez que votre esprit est parti ailleurs, où que ce soit, ramenez votre attention à vos narines, ou à votre ventre, ou à toute autre partie du corps sur laquelle vous avez décidé de vous concentrer. Et si votre esprit s'égare 1 millier de fois, ramenez-le simplement 1 millier de fois, cultivant délibérément une attitude de patience et de douceur envers vous-même. Ce qui signifie, autant que possible, ne pas réagir, ne pas juger vos pensées ni vos émotions, vos impulsions ou vos perceptions. Car dans ce travail en pleine conscience, absolument tout ce qui pénètre dans le champ de la conscience est bienvenu. Quel que soit ce qui se présente à notre conscience, nous restons assis en sa compagnie, nous respirons en sa compagnie et l'observant, tout en étant ouverts et éveillés à l'instant, ici même, à cet instant même. C'est un processus continuel où l'on voit et où on laisse être, où l'on voit et où on lâche prise, sans rien rejeter, sans rien convoiter, demeurant dans l'immobilité et le calme, tandis que le souffle entre et sort.
chevauchons simplement les vagues de notre souffle, moment après moment, respiration après respiration. À la fin de cette séance, restez centré quelques instants encore, tandis que le son des clochettes s'éloigne. Goûtez au son et à l'éveil auquel il invite. Avant de vous lever, peut-être pouvez-vous vous engager ici et maintenant à entretenir cette présence tout au long de votre journée, en vous rappelant que vous pouvez établir le contact avec votre souffle à tout moment, insuffler de la pleine conscience, du calme et de la clarté à chaque instant de votre vie qui se déploie, quel que soit l'endroit ou le moment. Vous pourriez aussi vous redire l'importance d'une pratique régulière, si possible quotidienne, seul ou avec un CD.